Le nombre de soldats restés loyaux à Heisei étant trop faible pour qu'il puisse retrouver son trône, celui-ci décide de partir avec ses alliés dans les étendues montagneuses qui bordent l'état de Qin, afin de quérir de l'aide auprès du roi des habitants des montagnes. En chemin, la petite troupe rencontre les soldats des montagnes qui n'acceptent d'emmener personne d'autre qu'Heisei. Ce dernier choisit d'obtempérer. Shin, Karyoten et Eki, bien décidés à prêter main forte au roi, les poursuivent, toutefois secrètement, avant de se faire capturer et traîner jusqu'au pays de ses habitants des montagnes. Honneur à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H, review du tome 3 de Kingdom les gars. Et oui, on continue notre rétro Kingdom. Moi en tout cas, je vous avoue que je prends un plaisir monstre à redécouvrir Kingdom parce que c'est une œuvre qui est tellement dense que je pense qu'il est intéressant de redécouvrir cette œuvre tous ensemble et d'en discuter en zone commentaire. Brefons, Shin s'est fait capturer avec Karyoten et Eki. Ils ont été capturés par les hommes des montagnes. Dans la première partie de ce tome, Eki sera très impressionné par l'organisation des hommes des montagnes. Et oui, ils étaient perçus comme des sauvages. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des fortifications, ils ont une véritable forteresse. Eki précise même qu'il n'est même pas certain que même l'état de Qin pourrait faire tomber les hommes des montagnes. Parce que la topographie est tellement à leur avantage que c'est très compliqué. Finalement, Eki se rend compte que la stratégie d'Heisei est vraiment fondamentale pour retrouver le trône, oui, mais aussi à l'avenir, parce qu'il ne vaut mieux pas que les hommes des montagnes soient tes ennemis. Au vu de la fortification de la forteresse et au vu de la sauvagerie de ces personnages-là, en plus ils sont maintenant unifiés autour du roi des montagnes, c'est vraiment des adversaires qu'il ne vaut mieux pas avoir sur ta route, très clairement. Ensuite, on verra Heisei qui fera face au roi des montagnes, qui s'appelle Yotanwa, qui règne sur les montagnes. La discussion sera très intéressante. On est face à des tractations politiques. Là, c'est une discussion, là, on rentre clairement dans la politique de Kingdom. Et je trouve que c'est une discussion, encore une fois, qui soulève des thématiques et des sous-textes ultra intéressants. Déjà, de base, le racisme, très clairement. On apprend que les enfants des montagnes, les habitants des montagnes, à l'époque du roi Bokuko, qui étaient descendus pour vivre dans la capitale, étaient traités comme des sauvages. On les appelait les singes. On allait jusqu'à les traquer, très clairement. En gros, leur rêve de pouvoir vivre en coexistence, de pouvoir coexister avec les habitants de la capitale, s'est envolé en fumée. On est très clairement face à un racisme assez incroyable. Et j'irai même plus loin, parce qu'ils ont carrément été chassés. Ils ont été chassés de la capitale. Il est donc normal que Yotanwa, maintenant, ne souhaite plus faire alliance avec eux. Et même les ancêtres qui sont avec Yotanwa disent très clairement, écoute, vous avez manqué de respect à nos anciens, vous avez manqué de respect aux enfants de nos enfants. Non, terminé maintenant. On ne peut plus travailler avec vous. Par conséquent, Yotanwa voudra de base tuer le roi Heisei. Cependant, ce dernier a quand même une joue verbale assez prononcée. Il parle très bien pour son âge et il va expliquer à Yotanwa que lui, son but n'est pas simplement de retrouver le trône, c'est simplement une étape dans son objectif, à savoir d'être le premier roi à unifier la Chine. C'est dans ce but que je suis venu demander l'aide du roi des montagnes. Et là, tout de suite, Yotanwa le verra d'une façon différente. Parce que Yotanwa comprendra très rapidement que ce roi n'est pas là pour apporter plus de guerre. Alors si, il va apporter la guerre, mais c'est pour derrière apporter une forme de paix. C'est-à-dire qu'il dira clairement, je suis prêt à prendre l'épée pour qu'on arrête ces guerres incessantes, pour unifier la Chine, qu'ils soient d'accord ou non. Très clairement, on ne peut pas considérer que l'objectif d'Heisei est un objectif pacifiste, pas du tout. Il le dit, moi il va y avoir du sang sur mon chemin, et clairement j'y arriverai de force, je vais forcer tous les États de Chine à s'unifier. On est face quand même à un objectif assez violent, vous voyez ce que je veux dire? Et de la façon dont Yasuhisa le vend, il ne le vend pas d'une façon utopique, il n'est pas en train de dire, oui regardez c'est le gentil roi qui veut unifier la Chine, pas du tout. Il le dit, je vais le faire par la force. On ne peut pas considérer que l'état de Qin, ce sont les gentils. Pas du tout dans cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit bien, je vais unifier la Chine par la force. Je m'en fous. Parce que je sais, je suis sûr que c'est la bonne solution. Tout simplement. Ensuite de cela, on va avoir Shin qui va réussir à s'extirper de sa, de sa petite prison, etc. Et lui aussi va faire un petit discours qui sera intéressant. Finalement, il va rappeler quand même au roi des montagnes et même aux ancêtres que l'objectif de base des ancêtres des montagnes, c'était à la base de s'unifier quand même avec l'état de Qin. Là, on a un roi qui te propose cela. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur ta rancœur, tu restes sur ta vengeance, ou tu préfères honorer finalement les pensées de tes ancêtres? Et finalement, c'est très logique. Et il le fait d'une façon assez stupide,
mais ça reste logique. Donc le beau discours d'Heisei surtout, mais aussi celui de Shin d'une certaine façon, vont faire changer d'avis. Donc le roi des montagnes, on va plutôt l'appeler la reine, parce qu'il s'agit d'une reine et elle s'appelle Yotanwa. C'est déjà assez impressionnant de voir qu'une jeune fille, parce qu'elle est encore jeune, a réussi quand même à unifier les peuples sauvages des montagnes. J'ai trouvé que c'était assez impressionnant. Donc ils font cap sur Kanyu, la capitale. Et il y a quand même un rapport de force qui est assez violent, parce qu'on est quand même vers 3000 versus 80 000. Hein. Bon, vous verrez plus tard dans Kingdom qu'on aura d'autres rapports de force de ce style-là, mais c'est vrai que celui-là, à l'écart, il est quand même assez violent. Après, on parle des hommes des montagnes. Donc même s'ils sont que 1500, 2000 ou 3000, j'ai envie de te dire qu'un homme des montagnes à lui tout seul, il est chaud, il est très très chaud. Ensuite, on va passer sur Seikyu, on verra à quel point le personnage est malfaisant au premier abord. Voilà, il veut garder son trône, évidemment. Seikyu, de son côté, est en train de préparer le retour de Ryofui. Ryofui dispose de 200 000 hommes et il est en train de revenir à Kanyu. Donc Seikyu, évidemment, se prépare lui aussi de son côté. Mais le Premier ministre va laisser rentrer les hommes des montagnes. Ils vont prétexter une alliance, en fait, et ils vont réussir à rentrer dans la capitale en se faisant tous passer pour des hommes des montagnes. On arrive donc dans un moment clé. Heisei veut retrouver son trône et Shin doit prouver à Heisei qu'il est une épée assez ambitieuse et assez puissante et assez forte pour pouvoir devenir un grand général. Bref, en tout cas, le coup d'envoi est donné par Heisei, c'est lui qui lance les hostilités. Avant de se lancer, il remercie bien évidemment Yotanwa. On sent qu'il y a quand même une sorte de relation de confiance qui est en train de se tisser entre les deux rois, ou entre la reine et le roi. En tout cas, Heisei lance les hostilités et on va tout de suite s'apercevoir de la sauvagerie et de la puissance des hommes des montagnes. En plus, il est bien stipulé que les 80 000 hommes ne sont pas à l'intérieur de la capitale, bien évidemment. C'est bien logique. Donc, ils ont une chance. Pendant ce temps-là, Shin, lui, en profite pour s'infiltrer donc à l'intérieur du château, mais il ne sera pas seul et il aura une mission qui sera fondamentale avec les hommes des montagnes. On sent que cette guerre sera clé, tout simplement parce que on a un Heisei qui est en train de récupérer son trône, du moins il essaye, il tente de récupérer son trône, il combat lui-même aux côtés des hommes des montagnes. J'ai envie de dire, il est clairement méritant, du moins s'il y arrive, il est clairement méritant. Il a été chercher son trône avec les dents, il le mérite son trône, très clairement, il est sur le front. Et le tome se finira sur Uki qui est en train de regarder cette scène. On ne sait pas s'il va intervenir ou pas. En tout cas, il est en train de regarder cette scène et il est obligé de reconnaître la fougue et la motivation de ce roi. Et Uki, on sait, dans le tome 2, on nous a dit que Uki, c'est clairement quelqu'un qui recherche l'exaltation, il recherche le combat, son sang bouillonne. Peut-être qu'il va intervenir, ça serait intéressant qu'il intervienne. Par contre, au vu de la puissance du personnage, du moins ce qui a été montré en tout cas du personnage, s'il intervient, je pense qu'il va très clairement finir le game. Donc, pour l'instant, il est juste là en tant qu'observateur. Que dire sur ce tome 3? Écoutez, encore une fois, ça monte en puissance. On a un Heisei qui nous a prouvé toute sa grandeur. On connaît maintenant l'objectif d'Heisei, à savoir réunifier la Chine, unifier toute la Chine. Il le fera de gré ou de force. C'est son objectif. Et j'ai même envie de dire que c'est un objectif qui est encore plus ambitieux que celui de Shin. Les deux objectifs sont ambitieux, mais celui d'Heisei est quand même un peu plus fou, faut dire la vérité. Parce que celui d'Heisei va générer des guerres à travers tout le pays. Celui de Shin ne concerne que Shin finalement. Celui d'Heisei concerne le pays tout entier. Mais dans la mesure où Shin part de très loin, hein, c'est quand même un esclave, on peut, disons, mettre ces deux objectifs en parallèle. Les deux sont tout aussi difficiles. Parce que Shin est quand même un ancien esclave. Imaginez, c'est pas rien, un esclave qui veut devenir un des plus grands généraux sous les cieux, voilà. Mais bref, l'objectif d'Heisei est maintenant posé. On a donc l'objectif du protagoniste, à savoir devenir l'un des plus grands, le plus grand général sous les cieux, et on a également l'objectif qu'on peut considérer comme objectif fil rouge, à savoir unifier toute la Chine. On sent bien que c'est la raison, c'est le prétexte qui va générer toutes les guerres dans Kingdom, tout simplement. On a aussi donc la tribu des montagnes qui est en train de s'illustrer. Je trouve ça très intéressant parce qu'on en apprend pas mal. Il y a pas mal de petites informations qui sont disséminées sur la tribu des montagnes, à savoir que de base ils s'étaient unifiés avec le roi Bokuko. Ils ont été trahis, du moins on les a rejetés. L'état de Qin les a rejetés, donc on a un sous-texte sociétal qui est évident, très clairement. Et maintenant ils font le pari de encore une fois s'allier avec l'état de Qin. Donc ça montre toute leur grandeur et heureusement que Yotanwa finalement prend cette décision parce que Yotanwa aurait pu, je pense, avec la force de ses hommes, elle aurait pu faire du sale avec Qin, hein, très clairement. Et au contraire, elle a préféré prendre le chemin, elle a été impressionnée par le discours d'Heisei. On sent donc qu'il y a une relation naissante entre les deux personnages et franchement, ça fait vraiment plaisir parce que moi, je sais ce qui se passe évidemment par la suite et je peux vous dire que voilà, là, on est vraiment encore une fois dans les débuts
de leur relation. Et c'est très intéressant, c'est très bien fait. C'est d'ailleurs même impressionnant de voir une femme qui a réussi à unifier tous ces hommes sauvages. Ça montre aussi que Kingdom traite bien ses personnages féminins. C'est d'ailleurs le premier personnage féminin qui est aussi, on va dire, qui est aussi dangereux. Parce que là, on est face à une reine qui a unifié des sauvages. Donc, les paris sont ouverts. Est-ce que vous pensez que Aesei va réussir à récupérer son trône, ou plutôt vous pensez qu'il va littéralement se vautrer avec Yotaro, ils vont se faire couper la tête par Seikiyu et son gros sauvage hein, qui lui sert de garde du corps? Et oui les frérots, on va voir comment ça va se passer dans le tome 4 de Kingdom. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, que l'honneur soit avec vous.